Cette partie fournit des informations sur le compost ordinaire et sur le lombricompost. En premier lieu, vous sera présenté le compost ordinaire, puis son processus de fabrication, lequel sera ensuite expliqué dans une vidéo. Dans un second temps, vous vous intéresserez au lombricompost, son mode de fabrication et ses intérêts. Pour conclure, une étude de cas présentera le compost magique fabriqué par une ONG au Bénin. Le compost est un engrais organique qui peut être réalisé par les agriculteurs eux-mêmes à l'aide de matières de base qu'ils peuvent se procurer facilement et à bas prix. Ces matières se trouvent en général sur place ou à proximité des exploitations. Le compost peut être associé à d'autres produits, ce qui le rend encore plus efficace si l'on veut obtenir un sol très favorable aux cultures. Il est indispensable que le sol contienne suffisamment de matières organiques pour être fertile. Précisément, le compost permet de fournir au sol de la matière organique et des éléments nutritifs. Grâce à l'action des micro-organismes du sol, les matières organiques doivent être transformées en éléments nutritifs. Les plantes peuvent alors les utiliser. Le compost contribue non seulement à conserver et à accroître la fertilité du sol, mais aussi à améliorer sa structure et sa capacité à retenir l'eau. La matière organique qui permet de faire le compost peut provenir de résidus végétaux, de tiges, ainsi que d'excréments d'animaux. L'humus, la couche supérieure du sol, permet de retenir des éléments nutritifs et de l'eau, et ainsi les libérer progressivement. Il contient notamment les principales substances indispensables aux cultures, l'azote, le phosphore et le potassium. Le compost se présente en général sous la forme d'un tas, dans lequel la décomposition des matières organiques doit s'opérer. À la fin, on doit obtenir de l'humus et des éléments nutritifs. Pour fabriquer le compost, on peut utiliser des déchets de culture ou des excédents. Bien entendu, on ne met pas sur le compost des matières qui peuvent servir pour d'autres usages, comme l'alimentation humaine ou animale. Il est important d'associer des matériaux durs, tels que des restes de plantes ou des rameaux, avec des matériaux qui se décomposeront rapidement. En effet, ces différentes matières organiques ne contiennent pas toutes les mêmes proportions d'azote et de carbone, composants dont les micro-organismes ont besoin. Les matériaux facilement décomposables contiennent beaucoup d'azote et peu de carbone. Et c'est l'inverse pour les matériaux plus durs. Si la quantité d'azote est insuffisante, le processus de décomposition est plus lent. Si elle est trop élevée, le compost devient trop acide et dégage de mauvaises odeurs. Le mélange initial de matières premières doit avoir un rapport de 25 à 30 unités de carbone pour 1 unité d'azote. Le rapport carbone-azote varie suivant la matière première. Ce tableau présente des exemples du rapport carbone sur azote pour quelques matières premières. Ce rapport, C sur N, est le ratio entre la quantité de carbone et celle d'azote contenue dans les fumiers et compost. Cette donnée permet d'estimer de façon grossière la rapidité de minéralisation de l'azote des fumiers et compost. Plus le rapport C sur N est élevé, moins l'azote est rapidement disponible. Il permet de juger du degré d'évolution de la matière organique, c'est-à-dire de son aptitude à se décomposer plus ou moins rapidement dans le sol. Il est couramment admis que plus le rapport C sur N d'un produit est élevé, plus il se dégrade lentement dans le sol et fournit de l'humus stable. Il est cité comme indicateur de la maturation des composts, un rapport C sur N compris entre 15 à 20 serait l'indicateur d'un compost mûr. Les matériaux riches en carbone,
ou durs sont par exemple les rameaux, la sciure, le carton, la pulpe de café, les tiges de riz ou de canne à sucre, des restes de plantes, les feuilles mortes. Les matériaux riches en azote sont les feuilles jeunes, feuilles de légumes, fruits abîmés, fumier, déchets de poissons, urine et légumineuses. Voici quelques précautions à prendre pour préparer le compost. Il faut veiller à ne pas mettre dans le compost de matériaux toxiques. Par exemple, des résidus de plantes qui ont été traités avec des pesticides chimiques ou des plantes qui auraient été atteintes par des gènes pathogènes ou des virus. De tels composants peuvent être à l'origine d'un ralentissement de la transformation du compost. Il est aussi nécessaire de s'assurer de la présence de micro-organismes. Il est possible d'ajouter un peu de compost déjà mûr dans le tas de compost. À défaut, on peut ajouter de la terre humide qui contient des micro-organismes. Les micro-organismes présents dans le tas de compost ont besoin d'oxygène. Il faut donc que le dioxyde de carbone qu'ils produisent sorte par le courant d'air. Aussi, il faut éviter de constituer le tas de compost près d'un mur. Et il faut disposer une couche de matière dure à la base du tas, ainsi l'air pourra entrer. Les micro-organismes ont aussi besoin d'humidité. À défaut, leur activité ralentira. Mais l'humidité ne doit pas non plus être excessive. Pour le vérifier, on peut procéder à un test d'humidité. On enfonce une petite botte de paille dans le tas. Au bout de 5 minutes, la botte de paille doit être moite. Si le tas est trop sec, on peut arroser le tas avec de l'eau, à laquelle on peut ajouter de l'urine. Une dose pour 4 doses d'eau, ce qui augmente la croissance des micro-organismes. Si, en revanche, le tas est trop humide, les gouttes d'eau accrochées au brin de paille, il faut étaler le compost immédiatement et le faire sécher au soleil. Voyons maintenant le processus de fabrication du compost. Le compostage va s'effectuer sur le même principe que la décomposition naturelle de la matière organique dans le sol, c'est-à-dire sous l'action de micro-organismes, de vers, d'insectes. Il faut donc créer à ceux-ci un environnement qui leur permette de vivre. En particulier, il faut une ambiance humide et de l'air et une certaine température. Le pH, taux d'acidité, est également important. On considère que le compost est réussi si plusieurs conditions sont réunies. Une association de matériaux variés qui se décomposeront plus ou moins rapidement, un bon mélange des matériaux, des dimensions du tas de compost de 1 mètre par 1 mètre ou 3 mètres par 3 mètres. Il y a ainsi maintien d'une température à peu près constante à l'intérieur du tas et une décomposition en 3 phases, fermentation, échauffement, refroidissement et maturation. La première étape est la fermentation qui consiste en une production de chaleur dans le compost. Elle est produite par la décomposition de la matière organique. Le réchauffement est plus grand au centre du tas de compost. Cette étape commence normalement après 4 ou 5 jours. Elle peut s'étaler sur 1 ou 2 semaines. Pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions et que l'échauffement se produise rapidement, il faut une variété de matériaux, la présence de micro-organismes et enfin suffisamment d'eau et d'oxygène. La fermentation atteint son maximum quand la température est de 60 à 70 degrés dans le compost. Cette température permet de détruire des germes pathogènes. Toutefois, une température trop élevée est néfaste car elle peut détruire les micro-organismes et non arrêter la décomposition. Il est conseillé de procéder à un test de température
5 jours après avoir constitué le tas de compost ou après l'avoir retourné. On enfonce un bâton au centre du tas et on l'y laisse 5 à 10 minutes. Puis on le retire du tas et on le touche. Le bâton doit être nettement plus chaud que la température du corps. S'il est moins chaud, la phase de fermentation n'a pas commencé. Il faut se demander alors si les composants conviennent bien et si l'aération s'est faite convenablement. La seconde étape est le refroidissement. Progressivement, la température va baisser de 50 degrés à 30 degrés environ. À ce moment, ce sont de nouveaux micro-organismes qui entrent en jeu, qui transforment les composants organiques en humus. Le tas de compost reste encore chaud. On peut accélérer ou ralentir le processus en aérant le tas ou en ajoutant de l'eau. La durée de cette étape est plus longue que la précédente. Elle est de quelques mois jusqu'à 1 an selon le climat, les matériaux, etc. Lors de la dernière étape, la maturation, la température baisse encore. Elle atteint une température similaire à celle du sol, soit entre 15 et 25 degrés. Dans les zones tropicales, les micro-organismes et les termites jouent leur rôle. La décomposition peut se prolonger très lentement et pendant longtemps. Le compost obtenu doit être meuble et de couleur brune ou noire. Vous pouvez maintenant visionner une vidéo sur la fabrication d'un compost ordinaire. Ce reportage a été tourné auprès de l'association Les Jardins de l'Espoir au Bénin. Dans un compost classique, les éléments essentiels, en tout cas ce qu'il faut avoir vraiment de base, c'est les débris végétaux qui sont riches en carbone et les déjections animales qui sont riches en azote. Donc c'est vraiment les éléments de base qui nous permettent de faire un compost. Après, on peut apporter d'autres éléments, comme on a vu la sciure de bois qui est riche en carbone, comme le charbon qui est riche en carbone. L'objectif étant bien sûr de faire en sorte que le ratio entre le carbone et l'azote atteigne environ 25. Donc voilà, il faut apporter beaucoup plus d'éléments riches en carbone que d'azote. Il y a 2 opérations préalables. Il faut faire en sorte que la terre soit bien plate et horizontale. Et ensuite, il existe deux manières de faire. On peut avoir un compost en pyramide, comme ça. Et pour cela, on n'a pas besoin justement de clôturer avec des branches de palme. Mais si on veut avoir un compost mais bien droit, bien carré ou en forme justement de rectangle qui monte bien, sans pyramide, là il faudra d'abord poser justement les bois et faire une petite clôture avec des branches de palme comme on l'a fait ce matin. Alors, le processus de fabrication il est simple. En fait, il consiste à faire des couches, disons superposées avec les différents éléments que je viens de citer. Donc, dans notre cas, nous avions déjà, comme je l'ai dit, le terreau disponible qui a constitué la litière. Et juste après ce terreau-là, nous avons apporté des déjections animales riches en azote, donc de la bouse de bovin et de la bouse de vache. Aujourd'hui, en plus justement des débris végétaux et des déjections animales, on a utilisé du charbon, de la poudre de charbon. On a utilisé de la sciure de bois, qui sont en fait les 2 éléments essentiels et nouveaux qu'on a apportés en fait dans le compost d'aujourd'hui. Pendant le processus, quand nous avons fini justement d'ajouter la première couche qui est constituée des différents éléments que j'ai cités, nous avons apporté de l'eau. En fait, l'eau, c'est, disons, le catalyseur de l'action des micro-organismes. C'est ce qui permet justement de faciliter l'action des micro-organismes. Donc, grâce à cette eau-là, le compost va monter en chaleur. Et ensuite, nous avons apporté du charbon. Et après le charbon, nous avons apporté des feuilles. Et ensuite de la sciure de bois, de la déjection animale, ainsi de suite, jusqu'à couvrir le tout avec des débris végétaux.
Au bout de 3 semaines, le compost sera monté suffisamment en chaleur pour atteindre les 80, les 90 degrés. Et c'est en ce moment-là que nous allons procéder au retournement. Parce que les éléments qui sont en bas se décomposeront beaucoup plus vite que les éléments qui sont en haut. Donc nous allons procéder à un retournement pour que ceux qui sont déjà décomposés reviennent en haut et ceux qui mettent du temps, qui ne sont pas encore décomposés, se retrouvent en bas pour accélérer. Donc au bout de 3 semaines ou 1 mois maxi, nous faisons cette opération. Et après ça, chaque 2 semaines, nous allons procéder au retournement pour une période de 2 mois et demi, 3 mois. Et après cela, nous pourrons commencer par utiliser le compost dans le jardin. Le lombricompost est un fertilisant très intéressant. C'est une déjection de vers, résultat de la transformation de déchets organiques domestiques par des vers du fumier. Les vers ont la capacité de transformer les matières organiques en un engrais pour les plantes. Ils améliorent la structure physique, chimique et biologique du sol. Ils ingèrent les déchets organiques, puis excrètent un fumier et des granules riches en matière organique. La lombriculture est l'élevage de vers de terre qui permet la production d'engrais. Les vers utilisés pour le lombricompost sont ceux que l'on trouve dans les 20 premiers centimètres du sol. Il s'agit par exemple du ver rouge de Californie, Eisenia andrei, ou bien du ver de fumier, Eisenia foetida. La litière, qui est le milieu de vie des vers, représente un élément essentiel. Elle doit à la fois retenir l'humidité, permettre une bonne aération, les vers ont besoin d'oxygène pour vivre, et disposer d'une faible teneur en protéines ou en azote, soit un rapport carbone-azote élevé. Cela afin de limiter le dégagement de chaleur. La litière peut donc être constituée d'un matériau qui présente toutes ses qualités. Les vers mangent chaque jour l'équivalent de la moitié de leur poids. Ils consomment des matières organiques d'origine animale ou végétale. Ils apprécient particulièrement le fumier. Le lombricompost présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il est facile à appliquer. C'est un agent de fertilisation du sol dont il améliore aussi la structure. Il favorise la capacité d'absorption de l'eau par le sol, ce qui évite les phénomènes d'érosion et de ruissellement. De plus, le lombricompost contient de nombreux cocons de vers de terre, ce qui entraîne une augmentation du nombre de vers de terre dans le sol. De cette façon, le sol sera mieux aéré, ce qui facilite le chemin pour les racines et autres organismes du sol, tels que les bactéries ou les champignons. Les vers de terre mélangent la matière organique avec des substances minérales et des micro-organismes. On obtient une matière qui ressemble à l'humus. Cet humus fournit des nutriments à la terre de façon progressive. Le lombricompost contient notamment des vitamines, des hormones, du carbone organique et du soufre. Il héberge des microbes qui interviennent pour fixer l'azote dans le sol et solubiliser le phosphore. Il contient plus d'éléments nutritifs que les composts ordinaires. Le pourcentage de NPK, azote, phosphore, potassium, qu'il contient est supérieur. Le lombricompost est également riche en oligo-éléments, cuivre, fer, manganèse, zinc. Bien entendu, sa teneur varie en fonction de l'alimentation qui a été donnée aux vers. Il permet d'améliorer rapidement la fertilité du sol. En conclusion, le compost fabriqué par les vers constitue un engrais intéressant pour les agriculteurs et pour les jardiniers. On estime qu'il contient 2 fois plus d'éléments nutritifs pour le sol que le fumier de vache par exemple. Les changements climatiques ont provoqué une diminution annuelle de près de 40 à 60% du flux des grandes rivières du Bénin. Cela a entraîné la propagation de la jacinthe d'eau. Dans la basse vallée de l'Ouémé, la présence de la jacinthe à la surface des fleuves et des lacs provoque une très forte eutrophisation saisonnière du fleuve
et un manque d'oxygène qui peut être fatal aux ressources halieutiques. Or, de ces ressources dépendent plus d'une centaine d'espèces et une grande partie de l'économie de la région. Si la jacinthe absorbe les nitrates excédentaires de l'eau, elle s'oppose par contre à la désinfection naturelle de l'eau par les UV dans un lac déjà très affecté par les déchets qui y sont déversés. La jacinthe est une plante aquatique macroscopique invasive la plus répandue dans le monde. Elle se développe surtout dans les pays tropicaux. Elle pourrait avoir une influence néfaste sur la santé des végétaux, la santé humaine, le tourisme et la qualité de l'eau. L'ONG GEVEV, Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte au Bénin, a considéré ce problème comme une opportunité. Elle a choisi de valoriser la jacinthe d'eau en la compostant et en l'associant ensuite au tourteau de Nîmes. On réduit ainsi l'usage des pesticides chimiques. L'ONG a mis en place la collecte de la jacinthe d'eau par les riverains en mettant en place une filière économique de valorisation durable de la jacinthe à travers le compost. Les communautés agricoles locales sont très intéressées. Elles transforment ainsi un problème en opportunité. De plus, la transformation des jacinthes en présence d'oxygène évite l'émission de gaz à effet de serre. L'activité de transformation de la jacinthe d'eau en compost est une innovation à double finalité. Elle participe à la préservation de l'environnement tout en réduisant l'effet de dégradation de la couche d'ozone provoquée par l'usage des entrants chimiques agricoles. Et elle permet d'améliorer la productivité des surfaces agricoles utilisées pour le maraîchage. Le compost proposé est un mélange de déchets verts, de plantes sauvages nuisibles et d'insecticides naturels, il est donc pluriactif. Des pépinières emploient ce compost pour produire des plants de teck, d'acacia, de nîmes et de mangrove. Ce projet s'inspire de techniques agricoles ancestrales qui étaient délaissées au profit de l'utilisation d'engrais et de pesticides chimiques. D'ores et déjà, 3550 agriculteurs, dont 2050 maraîchers, utilisent le compost au lieu d'intrants chimiques. Les émissions de gaz à effet de serre sont réduites du fait de l'abandon des engrais et des pesticides chimiques. Le projet contribue aussi à la protection de la faune aquatique et à la reconstitution du couvert végétal. Pour compléter ces informations, vous disposez de ressources supplémentaires. Pour y accéder, utilisez le lien affiché sur cet écran.